Centrafricains du Nord appellent à un sursaut. C'est un article qui a été publié par ce journal, Liberté Hebdo. Il a été écrit suite à votre rencontre avec Jamila et moi-même en début juillet. Il a été publié fin septembre. Ça sera vendredi. Le mardi suivant, effet du calendrier, effet du hasard bien évidemment, Le Monde faisait sa une sur le même sujet, sur la République centrafricaine, et on n'y apprenait pas grand-chose de plus, à part un encadré plus technique, mais les informations étaient quasiment les mêmes. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, il y a eu très peu d'informations jusqu'à septembre-octobre sur la République centrafricaine. Alors, déjà bravo à l'auteur et bravo à ce journal qui a bien besoin, c'est pas la chute de journal ça, qui a bien besoin qu'on le dise, pardon, parce que ce journal est en difficulté. Alors en plus de cet article que je vous laisse à disposition sur cette table, vous trouverez des bulletins d'abonnement de soutien à Liberté Hebdo qui a de grosses difficultés financières et qui est menacé de disparaître à court terme. Mais on voit quand même qu'il a fait son boulot d'information. Alors, on parlera de Manassé et du collectif de soutien à la République centrafricaine dans un moment. Mais d'abord, rappelons les faits. En avril dernier, le 23, la rébellion Sénéca, il faudra expliquer ce que c'est, prend le pouvoir et chasse le président Bozizé, qui lui-même l'avait pris juste 10 ans plus tôt. Et puis depuis, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. C'est le chaos. Ce sont des massacres, ce sont des règlements de compte, ce sont des exécutions sommaires, des viols, des pillages. Et sur le plan international, à l'époque, on parlait énormément du Mali, où il y a un danger islamiste, certes. On envoie des troupes ici en France. La République centrafricaine appelle au secours, demande l'aide de l'Occident, notamment de la France. Le président Hollande dit non. On envoie quelques hommes, environ 400, simplement pour protéger l'aéroport et à Bangui, et pour protéger la communauté française. Mais les choses ne bougent pas pendant des mois. L'ONU ne bouge pas. Vous allez faire des tas d'efforts ici avec votre association et le collectif pour faire bouger les choses. Ça commence à bouger maintenant avec une déclaration de Laurent Fabius, le chef de la diplomatie dimanche dernier, en disant qu'il va renforcer les troupes à Bangui. C'est peut-être pour la fin de l'année, peut-être 1200 hommes, on ne sait pas. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. L'ONU parle également d'intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Depuis le 24 mars, que la République centrafricaine a basculé dans on dirait un peu une tragédie qui ne dit pas son nom parce que cette histoire ne date pas du 24 mars. Il y a eu tout un ensemble des choses qui nous ont amenés là. Mais le 24 mars a été le jour où je pense que la nation a été meurtrie dans sa chair par l'arrivée de ceux-là qui se disaient, voilà, ils venaient pour arrêter un peu la souffrance du peuple à cause de la dictature et beaucoup d'autres choses qui se vivaient déjà dans le pays. Et à notre grande surprise, les gens qui sont venus prendre le pouvoir, ils avaient dans leur équipe, ceux qui ont porté le président de transition aujourd'hui au pouvoir, d'abord ils n'avaient pas de projet, donc ils voulaient absolument faire partir le président en place. Ils ont réussi. Et une fois que ça s'est fait, le pillage a commencé, le massacre a commencé, les viols ont commencé. Donc il n'y a pas eu de combat. Et c'est ça qui est quand même assez tragique. Il n'y a pas eu de confrontation en tant que telle. Mais malheureusement, depuis plus de 7 mois, on vit dans ce gouffre-là. Quand on parle de pillage, ça veut dire quoi? On a parlé d'exécution sommaire aussi, ce sont des règlements de compte à qui Au départ, non. Au départ, je pourrais dire qu'au départ, les gens étaient tellement surpris de la rapidité des événements que les gens s'y attendaient pas. Donc, au bout de quelques heures qui ont suivi, ça a commencé par tuer, ça a commencé par violer, ça a commencé par piller. Et il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une partie de Centrafrique qui a été mise à l'écart par rapport à ça. Je peux vous dire que l'État n'existe pas. C'est un pays dont l'administration n'existe pas. Les ministères, lorsqu'il y a eu la prise de pouvoir, il n'y avait même pas de chef dans des ministères. Donc, c'est pour vous
donner un peu une idée. Et ça c'est pas simplement cantonné à des endroits. Un exemple, par exemple, la mairie de Bangui a été complètement pillée, vraiment dans un état, l'état civil n'existe plus, tout est à refaire. Donc c'est dans cette anarchie-là qu'on est rentré dès le 24 mars. Et on avait espéré que, bon, avec la prise de pouvoir, les choses allaient s'améliorer, mais malheureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. Et nous avons un président autoproclamé qui a été plus tard reconnu, mais qui a une, quel mot je peux qualifier, un mutisme sans égal. On n'a jamais vu un homme qui se dit un homme d'État, hein, qui voit sa population massacrée, meurtrie, et par des gens qui ne sont pas, pour la plupart des Centrafricains, il ne dit pas un mot. Et quand il dit un mot, c'est pour tout simplement, voilà, soit donner de l'argent lorsque les gens sont tués, mais la vie d'un homme ne vaut pas 2000 €, la vie d'un homme vaut plus que ça. Et on ne mérite pas ça. Donc on a un gouvernement qui est en place, ce gouvernement qui normalement avait tout le droit, parce qu'au niveau de la communauté internationale, on lui a donné comment on appelle là, une clé pour gérer la situation. Oui. Mais malheureusement, là aussi, il y a un mutisme incroyable. Et en plus, on a un Premier ministre qui a été, pendant des années, c'est un avocat reconnu au niveau international. Il a été président de droits de l'homme. Et aujourd'hui, le droit de l'homme est bafoué. Et en tant que chef du gouvernement, il n'y a pas un mot par rapport à cela. Alors, en clair, ça veut dire quoi? Ces dirigeants actuels sont débordés par la rébellion? Je ne peux pas dire qu'ils sont débordés par la rébellion. Je pense que s'il y a une volonté politique, on allait atteindre ces choses-là. Il n'y a pas une volonté politique, ni de la part de gens de la communauté internationale, parce que déjà on voit que depuis le mois de mars, il a fallu quémander une résolution. Ça se fait où? Ça ne se fait pas. Déjà et de la part, de la part de la France, ça a été lamentable. J'étais à Bangui le 24 mars. Oui. J'étais en tant que centrafricaine, mais aussi en tant que française, parce que j'étais partie dans le cadre d'un projet. Je peux dire que la prise en compte de la crise centrafricaine par le gouvernement français, et je pèse bien mes mots, par le gouvernement français, a été lamentable. Il y a eu des exactions qui ont été faites. Là où j'étais, il y a des gens qui étaient violés à côté. C'est inimaginable. On a vécu des tas de crises en Centrafrique. Et à chaque fois, il y a des, comment on appelle là, on rapatrie les gens. Dans une crise sans précédent, on n'a même pas rapatrié les gens. Et en plus, on nous demande de payer nos billets pour pouvoir revenir. On a vu ça où? Et tout ça là, c'est camouflé pour ne pas que l'opinion publique française sache la réalité de ce qui se vit. Les gens sont en train de mourir. Des femmes, des enfants sont en train d'être violés. On viole jusqu'à même un bébé. On viole un bébé. Et ça, on va nous dire, voilà, on est dans un pays de droits de l'homme. Voilà, on va voir. Non, non. Là, c'est vraiment se moquer du monde. Et je le dis avec beaucoup comment on appelle, je dirais beaucoup de colère. Alors vous dites, vous y étiez, évidemment ça ne s'est pas passé, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Vous avez été arrêté à un barrage. Racontez-nous comment ça s'est passé, et histoire de nous expliquer aussi quelle perception vous avez eue à partir de là de ces hommes de la CDK. Il se trouvait, comme je l'ai dit tantôt, j'étais dans un cadre d'un projet agricole au niveau d'un village à 30 km de Bangui. Et donc, après le 24, donc le jeudi, on avait rendez-vous de travail avec l'équipe sur le terrain. Donc je me suis déplacée avec les autres membres de notre association. Et on a travaillé. Et quand on a fini de travailler, on avait un jeune homme qui était avec nous. Et ce jeune homme, on lui a demandé de nous précéder. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ce jeune homme qui avait à peu près 15 à 16 ans, il a été pris par la rébellion. Nous, on ne savait pas. Alors, la rébellion, on peut dire la rébellion, parce que justement, là, ça a l'air très flou. Là, bon, c'est ce qui nous avait laissé croire au départ. Hein. C'est même les différentes résolutions qui ont été prises, soit par
Libreville ou par N'Djamena, on nous dit que c'est la rébellion. Mais quand on regarde de près, on a un panoplie des malfrats venant du Tchad, du Soudan, qui se retrouvent en République centrafricaine. Et ceux qui nous ont arrêtés, ceux qui m'ont arrêté, il n'y avait qu'un seul centrafricain dans une équipe. Il y avait 3 pick-up, et dans 3 pick-up, il y avait à peu près une dizaine de rebelles là-dedans, armés jusqu'aux dents, et ce n'étaient pas des centrafricains. Il y avait un centrafricain et on a eu la vie sauve. Vraiment, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Sinon, j'en serais pas là. Grâce à la langue. Grâce à la langue, parce que justement, le centrafricain... Non, même la langue n'a pas servi. Non, la langue n'a pas servi parce que c'est des gens qui ne parlent pas la langue locale. Et j'étais avec ma mère. Et donc, ma mère a été pointée. Et il y a un des rebelles qui dit « Je vais vous tuer ». Et ça, c'est devant nous. Et ma mère qui dit « Mais qu'est-ce que je vous ai fait, mon fils ?» Agenouillé comme ça. Et il y a un autre qui dit « Voilà, toi, je te prends pour femme ». Il faut savoir qu'il viole les femmes. Donc, ça, c'est une partie des choses que les Centrafricains vivent au quotidien. Donc, comment on peut attendre de répondre aux cris d'un peuple qui souffre en disant voilà, on attend peut-être en décembre. Mais en décembre, on a des séries d'exécutions, des massacres, des choses qui se perpétuent et on attend. On attend quoi? On attend qu'un peuple se meure ou qu'est-ce qui se passe? Et là, on a des accords avec la France. On a des accords avec la France et la République centrafricaine a une histoire avec la France. Et si on veut aller plus loin, s'il n'y a pas eu beaucoup comment on appelle de difficultés par rapport à la colonisation, parce qu'il y a un centrafricain dénommé Barthélemy Boganda qui a négocié un certain nombre de choses, qui a permis à l'Afrique équatoriale française de ne pas entrer en confrontation avec la France. Donc, il y a une dette qui est là. Et cette dette ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des années antérieures. Et là, on est en train de crier « Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous ». Et même ça, ce cri n'est pas entendu. Si je lis, là aussi, on a lu très peu de choses. Je prends ce titre, c'est paru dans Metro News. La Centrafrique, le prochain Mali, point d'interrogation. Alors, dans cet article, on parle des massacres, bien évidemment, et des violences qui touchent maintenant de plus en plus la communauté chrétienne. Est-ce que ce titre vous paraît juste, la Centrafrique, le prochain Mali? C'est ce qui se profile à l'horizon, parce qu'on voit un certain nombre de réunions qui se fait, que ce soit à Matignon, à Quai d'Orsay, et on voit aussi un peu de gesticulation dans l'Afrique centrale avec des différences, des séries de rencontres, que ce soit à N'Djamena ou à Brazzaville. Donc ça montre qu'il y a de l'effervescence. Mais franchement, on a par exemple le médiateur de la crise centrafricaine, c'est le président congolais, Sassou Nguesso. Le président de la communauté de l'Afrique centrale, c'est le président Idriss Déby, qui, ma foi, a une responsabilité énorme. Parce que lorsque, le 24 mars, les rebelles ont pris le pouvoir, devant nous, tout ce qui était pillé partait au Tchad. Et pourtant, il est le président de la communauté. On n'a pas eu à arrêter les gens au niveau de la frontière. Je ne m'y connais pas en grand chose. Mais quand on est responsable et qu'un pays est en état de... Je ne sais pas quel mot je peux employer. Un état de détresse. Oui. Il y a toute une administration d'un pays qui est en train d'être volatilisée dans ton propre pays. Tu ne peux pas prendre des mesures symboliques pour dire nous fermons la frontière. Ça n'a pas été fait. Et avec ça, on va donner encore du crédit à des gens qui n'ont aucun sentiment pour le peuple centrafricain. Tout ce qui a été pillé est parti au Tchad. Tout ce qui a été pillé est parti au Soudan.
L'administration n'existe pas parce que tout est parti. Et donc, il faut, dans cette réalité, il faut aussi faire la part de choses. On doit être franc et sincère si on doit aider au rétablissement de la paix en République centrafricaine. Donc il y a un préalable et ce préalable doit prendre en compte cette réalité avec les médiateurs, avec les parties prenantes, que ce soit la communauté internationale, que ce soit les Nations Unies. Il y a des choses à faire qui doivent nous amener à une véritable paix et une véritable restauration du pays. Ce que je vois, il y a une mauvaise foi de part et d'autre. Et à cause de ces mauvaises foi, les rebelles qui sont sur le terrain le savent. Ils savent que de toute façon, ils peuvent aller plus loin, il n'y a rien qui va les arrêter. Donc la communauté internationale n'a pas de crédibilité s'il n'y a pas une action forte pour montrer que nous n'allons pas laisser faire.